Dans les années 2000, à Aberdeen, en Australie, une affaire époustouflante a choqué non seulement la communauté locale, mais aussi les frontières. Catherine Knight, une femme connue pour son comportement violent et instable, a perpétré des actes de cruauté inouïs. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail cette affaire macabre qui défie toute logique et remue les tréfonds de l'âme humaine. Préparez-vous à une plongée dans une histoire qui reste gravée dans l'histoire criminelle du pays. Irving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle donc du cas de Catherine Knight. Je pense qu'on dit plus Knight, mais au cas où, parce que mon accent anglais n'est parfois pas si bon que ça, je préfère dire Knight. On se retrouve donc pour une vidéo bonus, qui est une vidéo un peu plus courte que ce qu'on propose habituellement sur la chaîne, mais nous avons vu certains commentaires et nous prenons en compte le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps de se poser chaque jour devant un true crime de 40 minutes. Donc je pense que cette vidéo sera plus courte, n'oubliez pas de liker et commenter pour nous soutenir et de vous abonner juste en dessous. Sans plus tarder, rentrons dans cette nouvelle vidéo, c'est parti. Avant même la venue au monde de Catherine, sa famille s'était déjà désintégrée à cause des infidélités de sa maman. Barbara Rugan, née Thorley, était alors mariée à Jack Borgen, avec qui elle vivait à Aberdeen, en Nouvelle-Galles du Sud, entourée de leurs 4 fils. À cette époque, leur vie semblait paisible et heureuse. Cependant, tout bascula lorsque Barbara fait une rencontre, celle de Ken Knight, un ami et collègue à son mari. Très vite, vous vous en doutez, les deux ont une liaison et ça scandalise absolument tout le petit village lorsque celle-ci est découverte. Il est vrai que l'adultère et les liaisons sont toujours mal vus, mais encore plus dans des petits villages. Le couple illégitime a dû quitter précipitamment les lieux, fuyant le jugement sévère de leur entourage. Malgré cet abandon, celui de sa précédente vie pour maintenant Ken, Barbara ne trouve pas le bonheur espéré. Leur relation se révèle chaotique et surtout pleine de violence. Ken est un alcoolique notoire, donc rien pour arranger les choses, et il fait preuve d'une brutalité extrême. Il va jusqu'à violer Barbara plusieurs fois par jour, parfois même jusqu'à 10 fois. J'arrive même pas à imaginer la douleur qu'elle a dû subir en fait pendant cette relation. Barbara se retrouve isolée, sans personne à qui se confier, et elle déverse sa colère et son désespoir sur ses filles, ses enfants. Elle leur relatait sans retenue les aspects intimes et sordides de sa vie conjugale et elle était avec assez de virulence finalement dans ses paroles, très haineuse envers les hommes en général, plus que juste ceux de sa vie. Mais plus encore, vous vous en doutez, envers le père, Ken, qu'elle méprisait profondément. Plus tard, alors que Catherine devient une adulte, donc une de ses filles, elle se retrouve confrontée à une situation troublante avec un de ses partenaires. Ce dernier lui demande de participer à un acte sexuel qu'elle ne souhaite absolument pas accomplir. Donc on est sur un acte qui aurait été non consenti. Elle cherche du réconfort et Catherine se retourne vers sa mère. Mais au lieu du soutien, Barbara lui répond froidement qu'elle doit se taire et arrêter de se plaindre. Elle est en train de minimiser la détresse de sa fille. Imaginez donc une petite fille qui est confrontée à une situation qu'elle ne comprend pas, demander de l'aide à sa mère et qui se fait envoyer paître. Ça doit être horrible pour le développement humain. Ainsi, dès les premières années de la vie de Catherine, et ce bien avant de faire parler d'elle pour d'autres raisons, on va y revenir, elle était vraiment plongée dans un environnement toxique. Sa vie était marquée par des abus, des secrets, une violence omniprésente. Vraiment, je pense qu'elle était dans un développement totalement chaotique. On a appris plus tard qu'elle a affirmé qu'elle a été victime d'agressions sexuelles perpétrées par plusieurs membres de sa famille alors que c'était qu'une enfant. Et selon elle, son père n'aurait pas été impliqué dans ces abus. Donc on peut penser à sa mère, à ses sœurs, oncles, tantes,
les personnes qui étaient proches. Ces agressions, tenez-vous bien, auraient duré jusqu'à ses 16 ans. Absolument atroce. Certains doutaient de la véracité de ces accusations et des détails fournis, notamment par rapport à tout ce qui va suivre, vous allez le comprendre, mais les psychiatres qui l'ont examiné ont considéré ces récits comme 100% crédibles. En clair, même malgré tout ce qu'elle va faire, elle n'aurait pas menti sur ça. Et donc je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir que l'environnement dans lequel elle a grandi aurait littéralement pu contribuer à qui elle est devenue. Mais enfin bref, d'autres membres de la famille auraient aussi confirmé ces abus, renforçant donc la gravité des événements que Catherine aurait subis dès son plus jeune âge. Nous sommes maintenant en 1969. La famille retourne à Aberdeen suite au suicide tragique d'Oscar Knight, le frère de Ken, donc le tonton des filles. Oscar était l'une des 2 seules personnes avec qui Catherine entretenait une véritable proximité, un lien familial qu'elle n'arrivait pas à trouver ailleurs. Et donc, c'est logique, son décès l'affecte profondément. Catherine a aussi affirmé qu'après sa mort, le fantôme d'Oscar lui aurait rendu visite, si on croit ce qu'elle en dit, et apparemment ça aurait ajouté une dimension assez troublante à sa perception de la vie et également de cette perte. J'en parle pas beaucoup, mais au niveau scolarité, Catherine, elle quitte l'école assez tôt. À 15 ans, elle arrête tout, elle n'a ni appris à lire, elle n'a pas appris à écrire, mais ça l'empêche pas de se lancer dans le monde du travail. Elle a d'abord un emploi de tailleur dans une usine de vêtements, mais c'est un emploi qui n'a pas trop duré longtemps. Elle a travaillé que 1 an. Ensuite, elle a un autre poste, un poste qui était un poste qu'elle voulait depuis longtemps. Elle a travaillé à l'abattoir local de la ville. Donc oui, en gros, c'était quelque chose qu'elle voulait faire, à être à l'abattoir. Et en soi, c'est un travail comme un autre, même si personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que sans lire, sans écrire, elle arrive quand même à décrocher un job. Et d'ailleurs, elle était tellement efficace et tellement sérieuse dans ce travail qu'elle a été promue au poste d'ossage, où on lui remettait en fait ses ensembles de couteaux de boucher. Vous voyez les choses venir, on est sur quelqu'un qui aime l'abattoir et qui en plus vient de gagner des armes blanches, littéralement. Ces outils devinrent des objets sacrés pour Catherine. Elle les rangeait soigneusement au-dessus de son lit, elle disait qu'elle les plaçait là pour qu'ils soient toujours à portée de main si jamais elle en avait besoin, et donc j'ai l'impression qu'on est sur une période qui marque un petit peu le début d'une obsession macabre pour les outils de découpe, qui allait donc devenir emblématique de son existence tumultueuse. On va parler un petit peu des relations. Et la première relation sérieuse de Catherine Knight fut avec David Stanford Culley. Elle l'a rencontré en 1973. David est un homme malheureusement connu pour son alcoolisme et il avait recours à cette dépendance, l'alcool, comme un mécanisme d'adaptation suite à des événements traumatisants qui sont survenus lors de son précédent emploi. Il travaillait au chemin de fer de Coff Harbor. Donc on est sur quelqu'un qui aussi a un développement assez sombre, assez toxique, et Catherine, avec tout ce que je vous ai raconté, elle tombe éperdument amoureuse de lui. Pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans son travail, David a eu plusieurs incidents. Le premier, c'était lorsqu'il a vu son meilleur ami perdre la vie dans un accident. Peu de temps après, on a eu un bus scolaire qui a percuté un train à Kempsey. Je vous rappelle que David travaillait sur les chemins de fer et il avait tenté de sauver les passagers qui se trouvaient à l'intérieur du bus, mais 6 enfants avaient péri dans l'épave dévastée. Et quand je vous dis ça, eh bien on se rend compte qu'on est donc sur un homme qui voulait faire le bien, qui n'a pas réussi, et ce travail qui s'est terminé de cette manière, ça l'a plongé dans l'alcool et ça l'a rendu totalement accro. Et plus le temps passait, plus les gens remarquaient que David buvait de l'alcool et donc son alcoolisme a fini par lui coûter son emploi, et c'est à cette période qu'il trouve un autre emploi à l'abattoir d'Aberdeen où Catherine travaille également. David avait aussi une mauvaise habitude. Lorsqu'il buvait, il se lançait dans des bagarres avec plein d'autres personnes. Il avait ce qu'on appelle un alcoolisme très colérique. Bref, tout ça pour dire que donc il se faisait remarquer. Et Catherine, elle le voyait. Et à chaque fois, elle l'intervenait fréquemment pour le soutenir, bien qu'elle était aussi toute redoutable sous l'influence de l'alcool. Et donc les deux se lient ensemble, ils ont une relation et ils deviennent assez connus à Aberdeen pour leurs disputes violentes, leur consommation excessive d'alcool et aussi leur vie qui est souvent bruyante et destructrice. Donc vous vous en doutez, on est sur un couple qui savait faire parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons.
Catherine, de son côté, elle était surtout reconnue pour une nature imprévisible et pour les menaces physiques qu'elle lançait à qui que ce soit s'opposer à elle. Même juste légèrement. En gros, t'étais pas d'accord avec elle, tu la regardais de travers, elle te lançait des menaces vraiment flippantes. Et ces confrontations, elles étaient pas seulement publiques. À la maison, David et elle essayaient parfois de se blesser mutuellement, ce qui entraînait justement des blessures physiques significatives. Et je trouve perso que c'est un signe qui montre une relation profondément toxique, malsaine, dangereuse et un dernier mot, destructrice. Malgré les abus mutuels qui marquaient leur relation, Catherine et David se marient en 1974 après l'insistance de Catherine. Le jour du mariage, ils arrivent à la cérémonie sur la moto de Catherine, David étant un passager assez ivre et c'est pas difficile à remarquer. Une fois arrivée, la mère de Catherine, Barbara, elle prend David et elle lui fait quelques recommandations. Elle lui dit, je cite, « Tu ferais mieux de te tenir à carreau ou elle te tuera. Si tu fais une erreur ou si tu lui déplais, t'es fichu. N'essaie jamais de jouer avec elle, car elle va t'éliminer. » Le terme « jouer avec elle » faisait référence à la tromperie ou à un manque de respect. Mais bon, tout ça pour dire que venant d'une belle maman, c'est assez flippant. Mais ça donne aussi le ton de quoi Catherine aurait été capable dans cette relation. Après leur nuit de noces, le couple a eu des relations sexuelles à 3 reprises, avant que l'alcool et l'épuisement ne prennent le dessus sur David, qui s'endort donc profondément. Catherine, elle a discuté avec d'autres femmes mariées du déroulement de leur nuit après le mariage, et elle considérait que 3 fois ne suffisait pas. Ils auraient dû faire l'amour beaucoup plus. Elle est donc en colère, elle s'emporte et elle tente d'étrangler David pendant qu'il dort. Heureusement pour lui, il se réveille à temps et il la maîtrise. Mais ce genre d'abus, pour vous donner des exemples, c'est pour ça que j'ai beaucoup détaillé, a fait que perdurer au fil des années. Ils sont restés 10 ans mariés et c'était 10 ans marqués par des conflits incessants, des épisodes violents. Chacun cherchait à dominer l'autre, souvent à travers la violence, mais qu'elle soit physique, verbale, émotionnelle. En fait, on avait toujours une sorte de dynamisme qui faisait que l'un voulait prendre le pas sur l'autre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans une relation. D'ailleurs, à une occasion, Catherine, elle était enceinte de leur premier enfant et elle s'est mise dans une rage incontrôlable contre David qui avait mis assez longtemps à rentrer d'une compétition de fléchettes. La raison du retard était que David et ses amis avaient atteint la finale. Donc il a été très bon dans son concours de fléchettes, il est juste rentré pas trop à l'heure et ça a énervé Catherine. Dépassée par la colère, elle a perdu tout contrôle rationnel. Elle a mis le feu à tous les vêtements et à toutes les chaussures de David après les avoir découpés en petits morceaux. Sa mère l'avait prévenu, faut pas l'énerver. Évidemment, elle fait ça pendant qu'il est pas là, donc lorsqu'il rentre à la maison, il se rend compte de ça. Il trouve Catherine encore furieuse, elle a une poêle à frire dans la main et elle la brandissait avec violence et elle l'a tapée. Elle a fini par la briser contre l'arrière de sa tête. David était terrifié pour sa vie. Il s'est échappé de la maison, il s'est réfugié chez le voisin et il s'est évanoui. Et le voisin est rapidement tombé sur lui avec le crâne très sévèrement fracturé. La police, à ce moment, elle voulait vraiment inculper Catherine. Mais comme c'était souvent le cas dans leur relation, elle a réussi à convaincre David qu'il fallait abandonner les accusations. Elle lui a dit qu'elle allait changer son comportement, même si évidemment c'était une promesse sans fondement. Quelques mois plus tard, cet épisode, on est en mai 76 et Catherine donne donc naissance à Melissa Anne. Peu de temps après, David quitte Catherine pour une autre femme et il part s'installer avec elle à Queensland. Le lendemain de la naissance de Melissa, Catherine a été aperçue poussant violemment la poussette dans une rue principale. Elle secouait le landau d'un côté à l'autre, elle montrait vraiment qu'elle était désespérée et qu'elle était pleine de rage. Et après tout ça, elle a été admise à un hôpital, l'hôpital Saint-Elmo de Tamworth, où elle a été diagnostiquée avec une dépression postnatale sévère et donc elle a passé plusieurs semaines en rétablissement. Les semaines se terminent, elle sort de l'hôpital et Melissa, elle sera pratiquement oubliée dès qu'elle va retrouver sa maman. C'est-à-dire que Catherine, en fait, elle s'en fichait complètement de sa fille et c'est absolument horrible. À seulement 2 mois, Melissa, l'enfant, le bébé, a été abandonné sur une voie ferrée peu de temps avant l'arrivée imminente d'un train. Catherine espérait que le train viendrait ajouter un traumatisme supplémentaire à David, ce qu'il avait déjà eu avec les trains. C'est pour ça que je vous en ai parlé au début. Vous savez qu'il n'a pas pu sauver les gens du bus. C'est une obsession qui le hante depuis des années, qui l'a rendu alcoolique. Et elle était en train d'essayer d'utiliser
leur fille pour aggraver ce traumatisme. Après cet épisode, c'était loin d'être fini. Elle s'empare d'une hache, elle se rend en ville et elle menace la vie de plusieurs personnes, contribuant donc à son image vraiment dangereuse et imprévisible. Alors je sais pas comment c'est possible, mais grâce à l'intervention héroïque d'un sans-abri qui était d'ailleurs connu sous le nom de Old Ted, Melissa, elle survit miraculeusement à cette tentative de meurtre. Ce vieil homme, il était juste à côté de la ligne de fer et il a entendu les cris du bébé. Il a réussi à saisir le bébé quelques minutes seulement avant le passage du train. Catherine a donc été arrêtée une fois de plus et elle est retournée à l'hôpital Saint-Elmo. Cependant, dès le lendemain, quelques jours plus tard, les choses ont empiré. On a appris qu'elle s'est servie d'un couteau après s'être enfuie de l'hôpital pour mutiler le visage d'une femme et elle lui a ordonné de se rendre au Queensland. Elle espérait y retrouver une victime et l'emmener de force à la maison. La femme réussit à s'échapper lorsque la voiture s'est arrêtée à une station-service et donc la police intervient sur place. Mais Catherine, elle prend un jeune garçon en otage et elle le menace avec son couteau. Les forces de l'ordre arrivent avec des balais, ils sont en train de la frapper, ils arrivent à enlever le couteau et à sauver l'enfant du danger. Elle a été une fois de plus admise à l'hôpital psychiatrique, cette fois-ci de Morrissey, et elle s'est confiée aux infirmières sur ses sinistres plans. En fait, son but, il était très simple, c'était sortir de l'hôpital, aller au Queensland, peu importe le moyen, c'est-à-dire en menaçant des gens, prenant des voitures, vraiment peu importe le moyen, pour arriver à tuer David, qui était encore son mari à ce moment, même s'il s'était échappé, et sa belle-mère. La police, elle était au courant de ça, parce que du coup Catherine le dit à des infirmiers, et elle informe David de l'incident, avec ce qui s'est passé, notamment avec la petite sur la voie ferrée, et David, lui, il a quitté sa petite amie dès cet instant, et il est retourné à Aberdeen avec sa mère. Tous les deux, ils espéraient qu'une seule chose, c'était soutenir Catherine. Ils se disaient qu'elle avait une rupture mentale, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que peut-être l'accouchement a été difficile, que le fait que Melissa soit élevée toute seule, ça peut compliquer les choses, peut-être qu'elle se remettait pas du fait que David était parti. Et en fait, ils avaient l'air inquiets. Mais ils étaient pas vraiment conscients des menaces meurtrières que Catherine avait formulées et ce qu'elle comptait faire. Bref, elle sort de l'hôpital le 9 août 1976 sous la surveillance de son mari et de sa belle-mère et ensemble, ils déménagent tous à Ipswich et Catherine trouve un emploi à Dinmore Meatworks. Le 6 mars 1980, David et Catherine accueillent une deuxième fille, Natasha Mary. Et là, il se passe totalement autre chose. 4 ans après la naissance du deuxième enfant, c'est Catherine qui quitte David et qui déménage. Elle s'installe dans une maison dans un village qui s'appelle Muswell Brook. Elle reprend son emploi à l'abattoir et l'année suivante, elle se blesse gravement au dos et donc elle reçoit une pension d'invalidité. Elle ressent plus le besoin de vivre près de son lieu de travail à ce moment parce que elle peut plus travailler et donc le gouvernement lui attribue une résidence de la commission du logement directement au centre d'Aberdeen. Cette période marque un changement significatif dans la vie de Catherine, bien que ses comportements violents et imprévisibles continuent de l'accompagner, ainsi que ses pensées macabres. Peu de temps après avoir encore une fois emménagé à Aberdeen, Catherine fait la connaissance d'un homme qui est mineur, il a 38 ans et il s'appelle David également, mais David Saunders. Du coup, je vais l'appeler Saunders pour le bien de la vidéo. Et quand je dis mineur, je parle du travail dans les mines. On est en 86 et après des mois de fréquentation, David Saunders s'installe avec Catherine et ses filles, mais il continue de garder son appartement à Scone. Cette situation où Saunders avait 2 résidences était en train d'alimenter une jalousie irrationnelle chez Catherine. Dites-vous qu'elle se disait, en gros, il a 2 maisons, il peut faire ce qu'il veut, ça se trouve il me trompe, ça se trouve il se passe ci, ça se trouve il se passe ça. Elle pensait que cet homme avait une double vie, qu'il la trompait, qu'il délaissait sa famille pour des moments passés à Scone. Et donc, Catherine, elle le chassait souvent de la maison avant de le poursuivre dans la ville, suppliant qu'il revienne chez elle. Oui, un trait très toxique. En gros, pars de la maison, je veux plus te voir. Et à partir du moment où il franchit la porte, elle lui court après pour lui dire de revenir. En mai 87, Catherine fait preuve de son extrême jalousie lorsqu'elle capture le chiot de David Saunders qui s'appelle Dingo. C'est un chiot de 2 mois. Elle lui tranche la gorge devant lui comme un avertissement symbolique des conséquences si jamais il venait à la tromper à nouveau. Sauf qu'à ce moment, on ne sait pas s'il la trompe vraiment.
Par la suite, elle reprend sa vieille technique de la poêle à frire et elle tente de frapper David Saunders avec pour intention de l'assommer. Un an après ça, en 88, Catherine donne naissance à sa troisième fille, Sarah. Ça incite donc David Saunders à investir dans une maison pour la famille. Catherine, elle obtient une indemnité de travail en 89 et elle paye le dépôt de cette maison. La nouvelle maison, elle est décorée dans un style assez macabre et distinctif. On voit des peaux d'animaux, des crânes, des cornes, des pièges rouillés, des vestes en cuir, d'anciennes bottes, des machettes, des râteaux, des fourches, des couteaux. Bref, vous avez le style. Chaque recoin de la maison est couvert d'objets macabres, des plafonds au mur et même dans le sol. Il n'y a aucun espace qui n'est pas décoré. Et chaque pièce imprègne une atmosphère oppressante, reflétant les obsessions violentes de Catherine et son besoin obsessionnel de contrôle sur tout ce qui se passe. Et moi je pense aux enfants. Vous imaginez les enfants qui ont grandi là-dedans ? Il y a une dispute peu de temps après la naissance de Sarah et Catherine frappe David Saunders au visage avec un fer chauffé. Et elle le poignarde dans l'abdomen avec une paire de ciseaux. Cette série d'agressions et tout ce qui se passe à la maison, c'en est trop pour David Saunders. Il en a assez et il quitte Catherine. Il retourne brièvement à Aberdeen pour récupérer ses affaires et il découvre que tous ses vêtements ont été détruits. Comme elle l'avait fait avec le premier David, elle a tout découpé en morceaux et elle a tout laissé dans un état irréparable. Après cet incident, David Saunders a pris un long congé de son travail minier et il a disparu, se cachant de peur pour sa sécurité. Catherine de son côté, elle a évidemment tout fait pour le retrouver, mais personne n'a donné l'indication de où il était. Et c'est plusieurs mois plus tard qu'il réapparaît, désireux de revoir sa fille. Mais il a été choqué de voir que Catherine avait alerté la police et avait injustement déclaré qu'elle avait peur de lui. Elle a donc réussi à avoir une ordonnance de violence appréhendée à son encontre, ce qui fait que David Saunders ne pouvait pas voir sa fille. Il se sentait piégé, incapable de défendre sa relation avec son enfant, de contester les affirmations de Catherine, et évidemment, ça a eu un impact significatif sur sa vie. Il était constamment sous surveillance légale. Et donc, en fait, on avait entre eux cette hostilité qui n'arrêtait pas de grandir. En 91, elle tombe enceinte de son quatrième enfant, un garçon qu'elle appelle Eric. Le père d'Eric, c'est John Chillingworth. C'était un ancien collègue de Catherine. Leur relation à John et à Catherine a duré 3 ans. On n'a eu aucun rapport d'abus qui a été signalé pendant cette période, mais il y a des suppositions qui disent que c'était parce que Catherine entretenait également une relation avec un autre John, John Price. Alors, vous m'en voulez pas, hein, mais David, John et John, ça fait beaucoup. John Price, père de 3 enfants, a commencé sa liaison avec Catherine à peu près au même moment où elle sortait avec John Chillingworth. John Price était décrit comme un gars formidable et était apprécié de tous ceux qui le connaissaient. Son mariage avait pris fin en 88 et ses 2 enfants qui étaient les plus âgés avaient déménagé avec lui, tandis que leur fille, elle est restée chez leur mère. John Price était bien conscient de la réputation violente de Catherine lorsqu'il l'a accueillie dans sa maison. D'ailleurs, c'est en 1995. Mais ses enfants l'adoraient et il gagnait suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins d'une grande famille. Il disait à ses amis que la vie était comme un bouquet de roses sans épines. Quelque chose qui n'est pas clair, c'est est-ce que les enfants de Catherine avaient emménagé avec elle ou est-ce qu'ils étaient restés dans la maison précédente que Catherine conservait? J'en sais rien. Mais les conflits et les abus n'ont pas tardé à éclater et donc ça a mis fin à leur histoire commune. En 98, Catherine et John Price se disputent violemment à cause du refus de John de l'épouser. Elle a pris une mesure drastique, elle a recueilli des objets qu'il prétendait avoir volés dans les mines et elle les a envoyés à son patron. Ces articles ont été suffisants pour causer le licenciement de John, qui occupait son emploi depuis 17 ans. Donc le revenu stable qui avait été offert à toute la famille venait de disparaître et la famille n'avait donc plus aucun soutien financier. Évidemment, le même jour que son licenciement, il l'a mal pris et donc il a chassé Catherine de la maison. Elle rentre chez elle et la nouvelle de son acte se répand et choque toute la ville. Quelques mois plus tard, John tente de renouer la relation, mais refuse catégoriquement de la laisser vivre à nouveau avec lui et ses enfants. Ce redémarrage a été marqué par des disputes violentes qui finirent par éloigner presque tous les amis de John Price. En février 2020, les tensions atteignent leur paroxysme. Lors d'une dispute chez John Price, Catherine commence une série d'agressions physiques.
et elle poignarde John à la poitrine pour terminer. Il la chasse une fois de plus de la maison et cette violente altercation semblait être le point culminant entre eux. John était prêt à mettre définitivement un terme à cette relation destructrice. Toujours au mois de février 2000, le 28, il se rend au tribunal de première instance de Scone sur le chemin du travail et il prend une ordonnance restrictive dans l'espoir de maintenir Catherine éloignée de lui et de ses enfants le plus que possible. Cet après-midi-là, il dit à ses collègues, sans humour, vraiment d'une manière très sérieuse, que si jamais il ne revient pas au travail, c'est que Catherine l'a assassiné. Lorsque John rentre chez lui ce soir-là, il trouve la maison vide. Catherine avait envoyé les enfants dormir chez un ami. Une décision qui semble suspecte compte tenu des événements qu'elle avait planifiés. Conscient de la situation, John se rend chez ses voisins. Il passe la soirée avec eux jusqu'à ce qu'il décide de rentrer chez lui et se coucher à 23h. Il faut savoir que plus tôt dans la journée, Catherine avait montré plusieurs signes de préméditation de ses intentions. Elle avait filmé les enfants tout en leur adressant des commentaires étranges et inquiétants, des propos qui pouvaient être interprétés comme des adieux macabres. Et on a l'impression aussi qu'il y avait une sorte de testament vidéo. Bref, John rentre donc chez lui et il s'endort. Catherine arrive à la maison. Elle s'assoit devant la télé pendant quelques minutes avant d'aller se doucher. Après avoir réveillé John, ils ont des relations sexuelles. Cependant, compte tenu de l'état constant de la peur et de la terreur de John face à Catherine et aux actions qu'elle pourrait entreprendre s'il désobéissait, cette interaction pourrait être autre chose qu'un acte sexuel consenti. Bref, après ce qui se passe, John s'assoupit à nouveau. Les événements qui suivent restent incertains, mais lorsque John ne va pas au travail le lendemain, son employeur a demandé à un autre collègue d'aller chez lui pour vérifier si s'était pas passé quelque chose. Vers 6h du matin, un voisin remarque que la voiture de John est toujours garée dans l'allée et donc on commence à s'inquiéter pour lui. D'autant plus qu'il avait dit que si jamais on n'avait pas de nouvelles, c'est que Catherine l'avait tué. Le voisin et le travailleur pénètrent chez John. Ils essayent de le réveiller après être rentrés par la fenêtre de la chambre, mais personne ne le réveille. Ils découvrent du sang séché sur la porte et appellent immédiatement la police. La police arrive et force la porte arrière de la maison. Ils découvrent le corps de John dans le salon, son torse ensanglanté au sol. À l'étage, Catherine était comateuse dans le lit après avoir consommé une quantité astronomique de pilules. Les preuves ont révélé que Catherine avait poignardé John avec un couteau de boucher pendant qu'il dormait. Et lors de l'attaque, il s'est réveillé, il a essayé d'allumer la lumière, mais la trace de sang sur l'interrupteur témoignait d'une lutte pour échapper à l'emprise de Catherine. Comprenant que sa vie était menacée, il a tenté de s'enfuir. Mais il trébuche alors qu'il s'approche de la porte d'entrée et donc il laisse derrière lui une traînée de sang absolument effroyable. Malgré ses efforts, il est trop faible pour sortir de la maison seul. Et donc Catherine, dans un état de transe presque incontrôlable, le rattrape et le traîne à l'intérieur, où il saigne abondamment dans le couloir. L'autopsie de John révèle un bilan tragique. Il a été poignardé 37 fois avec des blessures pénétrantes, allant profondément dans ses organes vitaux. Les multiples coups démontrent une violence extrême et un désir déconcertant de lui causer le plus de dommages possible. Après l'avoir tué, elle a nettoyé méthodiquement la scène du crime et elle a quitté la maison. Elle a ensuite pris la carte bancaire, elle s'est rendue à Aberdeen, elle a retiré 1000 $ sur son compte bancaire et c'est un argent qui a totalement disparu, ou du moins qui n'a pas été retrouvé. On suppose qu'elle a enterré cet argent quelque part pour y accéder plus tard. Quelques heures après le meurtre de John, donc le corps n'avait pas été découvert, la police n'était pas venue, vraiment juste quelques heures dans la nuit après l'avoir tué, elle a fait une action très bizarre. Elle écorche les restes de John avec son couteau de boucher, comme si finalement elle était en train d'être à l'abattoir, et elle suspend sa peau à des crochets au cadre de la porte du salon. Elle décapite le corps et elle place la tête de John dans une casserole qu'elle met au four. Puis elle découpe des morceaux de chair et elle les cuisine avec un large choix de légumes et de sauces. Sur la table, 2 assiettes bien garnies ont été trouvées, accompagnées de notes soigneusement rédigées portant le nom des enfants de John. Ces assiettes, avec le corps du père mélangé à des légumes, étaient destinées aux enfants. Un 3e repas, partiellement consommé, a été retrouvé jeté sur la pelouse arrière. On pense que Catherine a essayé de le manger, mais que finalement, elle l'a vomi. Donc bref, comme je vous l'ai dit, la police arrive. Ils trouvent le corps, ils trouvent également Catherine, qui est pas dans un état normal, et ils trouvent la casserole encore chaude dans le four. Et à l'intérieur, la tête de John en ragoût
était cuite avec d'autres légumes. Un acte absolument horrible qui a effrayé tout le monde. Le reste du corps de John fut mis en scène d'une manière encore plus macabre. Comme je vous l'ai dit, tout a été accroché, on a trouvé une bouteille de boisson gazeuse vide, et lors du procès, la police a affirmé que ça constituait un acte de souillissement, soulignant la nature horrible de ce qu'elle avait dans la tête. On a aussi une note qui a un petit peu expliqué ce qui s'est passé. Sur cette note, c'était écrit, je cite, « Le temps t'a rattrapé, Jonathan, pour avoir violé ma fille. Tu payeras pour Beck, pour Ross, pour petit John. Maintenant, joue avec le petit John, John Price. » Une note qui est assez morbide et déconcertante et qui peut-être avait pour but de l'accuser. Mais je vous rappelle qu'elle n'a ni appris à lire, ni appris à écrire. Donc les mots étaient assez étranges. Les accusations qui étaient dans la note ont été jugées sans fondement et sans preuve. Ça reflétait juste une haine et une rage déchaînée et déconnectée de toute la réalité. Catherine a été arrêtée dès qu'elle s'est réveillée à l'hôpital. En gros, on l'a emmenée à l'hôpital et dès son réveil, elle a été arrêtée. Il n'y avait plus aucun doute quant à l'identité de l'assassin et du mutilateur de John Price. Le crime choque non seulement toute l'Australie, mais également l'international, tant la brutalité et la dépravation ont été extrêmes. L'histoire sordide de ce meurtre macabre, couplée à la nature inhumaine des actes commis par Catherine, a captivé l'opinion publique et a provoqué une onde de choc qui ne s'éteindra jamais. Lors du procès, elle a tenté d'agir comme une personne atteinte de troubles mentaux pour obtenir un plaidoyer de folie. Mais cette stratégie n'a pas marché. Le 8 novembre 2000, on prononce une condamnation sans précédent dans l'histoire australienne. Une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a également ordonné que ces papiers soient marqués définitivement jamais libérés. C'était la première fois qu'une femme était condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération en Australie. C'est une décision radicale qui reflète l'horreur suscitée par ces actes. Quelques années plus tard, en 2006, Catherine fait appel de sa peine, arguant que celle-ci est trop sévère. Son appel est rejeté et le juge avait dit, je cite, « C'était un crime épouvantable, presque au-delà de la contemplation dans une société civilisée. » Aujourd'hui, près de 20 ans, presque 30 finalement, après son incarcération, Catherine est décrite comme un chef parmi les prisonnières du centre correctionnel où elle est. Elle agit en tant que médiatrice des différends, elle utilise sa position pour calmer les tensions et les conflits. Malgré son statut élevé parmi les détenus, l'ombre de son crime reste omniprésente. Son rôle ne peut effacer le passé ou les crimes qu'elle a commis. En dépit de ses efforts pour essayer de se réinsérer, personne ne la croira jamais et surtout, rien ne pourra effacer tout le mal qui a été fait. Après avoir exploré les événements terrifiants de cette affaire, je trouve qu'il est difficile de comprendre l'ampleur de la violence et de la cruauté. Catherine a donc été condamnée à la prison à vie, mais j'ai envie de dire que cette histoire a quand même choqué toute l'Australie. J'ai vraiment tenu à tout vous raconter finalement pour essayer qu'on se rende compte d'où elle vient et que peut-être ça aurait pu expliquer les choses, son travail, les couteaux, etc., etc. Cependant, le crime reste absolument horrible et je pense sincèrement qu'il ne sera jamais oublié. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette affaire dans l'espace commentaire, n'oubliez pas de liker et vous abonner si vous voulez nous soutenir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo étant donné que celle-ci était un bonus et n'hésitez pas à activer la cloche des notifications parce que vous êtes beaucoup à rater les vidéos et il y en a énormément qui sortent sur Murders. C'est un peu le Netflix du True Crime, notre chaîne. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc activez la cloche et tenez-vous bien. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre une petite boule de cristal dans les commentaires. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.